The Christmas Game Evolution. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler de jeux vidéo une fois de plus sur un petit jeu que j'ai créé pour l'occasion. Petit jeu qui est devenu un peu plus gros que prévu comme cette présentation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai encore fait une présentation sur des jeux vidéo? Pour les mêmes raisons que d'habitude. Créer des jeux, ça permet de se poser des questions qu'on ne se pose pas habituellement dans les logiciels classiques. Quand on fait de la gestion de bases de données, on ne pense pas forcément toujours à tout ce qui est optimisation, animation, interface utilisateur. On a parfois un petit peu trop nos habitudes ancrées depuis 10, 20, 30 ans. Et des fois, voir ce qui peut se faire, en FireMonkey notamment, peut donner des envies ou des idées pour des applications classiques, ou bien entendu pour faire des petits jeux vidéo aussi, puisque c'est assez amusant quand on a des idées et puis envie de les réaliser. Je suis donc Patrick Prémartin, MVP Embarcadero, freelance, développeur Delphi et web, formateur en entreprise ou pour des particuliers et créateur de contenu notamment sur Twitch, YouTube et d'autres sites sur lesquels vous pouvez me voir quand vous faites une recherche concernant Delphi ou mon nom. Je vous ai mis quelques liens sur la page, notamment le lien qui vous permettra de me contacter. J'ai rajouté les liens concernant Delphi Books pour le catalogue des livres sur le Pascal et Delphi que j'essaye de maintenir, le blog développeurpascal.fr, apprendre Delphi pour de la VOD, qui contient en fait quelques cours, quelques formations et l'intégralité des présentations que j'ai faites en ligne ou hors ligne d'ailleurs, puisque certaines ont été enregistrées et sont ou seront mises en ligne sur le site. Vous retrouverez aussi certains de mes logiciels sur Getit directement, ou depuis Delphi évidemment, enfin Delphi ou C++ Builder, puisque certains sont disponibles pour les deux. En 2018, lors de la conférence Coderedge, j'avais créé un petit jeu Christmas Game qui était un simple clicker, un jeu sur lequel on devait appuyer sur des éléments à l'écran qui tombaient en évitant les bombes. J'avais montré comment utiliser FireMonkey pour détourner un petit peu le système standard des événements, des clics et autres de Delphi pour pouvoir faire un petit jeu. J'ai recompilé le programme pour Windows et macOS. Ils sont disponibles en téléchargement depuis le site internet du jeu, site internet que j'ai remis en ligne il y a peu avec tous les autres. Cette année, je vais retenter l'exercice, donc mélanger des éléments standards de Delphi, en l'occurrence Delphi 13 Florence ou Delphi Community Edition, avec des projets open source, les miens en l'occurrence, et aussi quelques petits utilitaires que j'avais créés à l'origine pour me simplifier la vie, mais que j'ai mis à disposition et que vous pourrez télécharger de votre côté. Pareil que pour le précédent, vous pouvez télécharger le jeu dans sa version Coderedge 2025 depuis le site internet christmasgameevolution.gamolf.fr. Le PDF de cette présentation, les liens, les rediffusions et d'autres éléments seront disponibles aussi en ligne. Je les ai mis et je vais les mettre, en l'occurrence ça dépend un petit peu de quand vous regardez la vidéo, sur apprendre-delphi.fr dans un lien qui vous enverra sur un dépôt sur Codeberg pour l'instant. Depuis 2 mois, je joue à Plants vs Zombies 2 sur mon iPad, et ce vieux jeu gratuit qui fonctionne toujours et qui est toujours maintenu par son éditeur m'a donné quelques idées. Donc là, en l'occurrence, entre deux publicités, 2 appels à payer pour acheter des éléments de jeu, on retrouvera un petit peu les choses qu'on a aussi dans d'autres jeux modernes, on va dire, qui fonctionnent bien sur les stores, notamment sur Apple, avec des actions, des mini-jeux dedans qui font que l'utilisateur a tendance à vouloir revenir
pour pouvoir gagner toujours plus de points qui permettent d'avoir d'autres éléments dans le jeu, et ainsi de suite. La plupart de ces jeux dépendant du temps de jeu, pour gagner des éléments gratuitement ou inciter à acheter des achats, enfin à faire des achats intégrés. Ce jeu-là m'a donné quelques idées en fait. Depuis pas mal de temps, je crée des petits jeux de mon côté, mais ils n'ont pas de mécanique incitant les joueurs à revenir. Donc à part si le jeu les intéresse, ils l'abandonnent assez rapidement. Dans Christmas Game Evolution, j'ai eu envie d'essayer des choses que j'ai trouvées dans Plants vs Zombies et d'autres jeux vidéo. Je mettrai plusieurs activités, notamment le clicker, comme sur la version de 2018, un match 3. Vous y trouverez aussi un inventaire des éléments à récolter, un système d'objectifs. Le joueur ne pourra pas perdre, ou en tout cas ne pourra pas arrêter la partie en cours, sauf s'il le décide et repartir à zéro. Et il devra tout simplement avoir le meilleur score possible, un score qui sera ensuite partagé en ligne avec les autres joueurs du jeu dans les versions qui seront publiées plus tard. L'accès aux activités se fera exclusivement par les objectifs, et il y aura évidemment ce qu'il faut pour les générer automatiquement dans l'application. D'autres activités pourront être rajoutées ultérieurement. La version Codredge 2025 du jeu n'est pas complète. Elle a été développée en quelques jours sur Twitch, en novembre 2025, et j'ai mis les fonctionnalités de base pour pouvoir en faire la présentation, pour pouvoir montrer comment ça fonctionne, mais le système n'est pas totalement finalisé. Les versions publiques seront évidemment complètes, et évolueront dans le temps selon s'il y a ou pas des joueurs dessus, évidemment. Avant de poursuivre et de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous montrer une petite vidéo de 30 secondes qui a été enregistrée le 24 novembre, c'est-à-dire avant que je mette les sons dans le jeu, et avant que je mette l'avertissement concernant le fait que le jeu soit incomplet et soit uniquement dans une version Codredge, comme vous l'avez sur la capture d'écran au milieu, en bas de cet écran. Juste sachez-le, il n'y a pas de son dans les vidéos qui suivent, dans les petites démos. J'ai préféré les enregistrer telles quelles et vous laisser voir ce qui se passe. À part pour le côté marketing et l'histoire, les jeux vidéo dépendent essentiellement de trois choses, le moteur du jeu, les graphismes et les sons, que ce soit une musique de fond ou des effets sonores. Christmas Game Evolution n'est pas une exception à cette règle. On va voir un petit peu tout ça dans les pages et dans les minutes suivantes. Lors du Dev Days of Summer 2024, j'avais présenté un tout nouveau projet, Gamolf FMX Game Starter Kit. C'est un starter kit pour créer des jeux vidéo en FireMonkey sous Delphi. Alors on est loin de ce qui se fait dans Castle Game Engine et d'autres. Je reste assez basique dans le fonctionnement. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de mécanique de jeu intégrée dedans, c'est surtout un ensemble de fonctionnalités, de classes et d'unités qui regroupent ce qu'il faut pour faire un jeu de base. Je vous montrerai plus de choses dans d'autres vidéos sous peu, notamment un template que j'ai rajouté il y a quelques jours. La présentation de 2024 est disponible sur la chaîne YouTube d'Embarcadero en anglais, et j'en avais fait une version en français aussi sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez aussi regarder sur Peertube si vous voulez. Les liens sont à l'écran, vous les retrouverez dans le dépôt de code de cette présentation. Gamolf FMX Game Starter Kit est un ensemble de fonctionnalités natives pour créer des jeux vidéo. Il supporte la gestion des scènes, des écrans, des boutons d'interface, alors que ce soit de vrais boutons, des radio-boutons, checkbox ou autres, selon comment vous les faites. D'ailleurs, dans Christmas Game Evolution, vous en avez plusieurs exemples. Je gère aussi les éléments d'interface accessibles par le clavier, la souris ou les contrôleurs de jeu, les musiques de fond, des effets sonores, la traduction, alors dans le sens affichage des textes, et quelques autres petites choses, des barres d'outils et ainsi de suite. Le starter kit se base sur d'autres dépôts, je vais vous les montrer juste après.
Vous pouvez le télécharger sur fmxgamestarterkit.developer-pascal.fr. J'ai préféré vous mettre les liens des sites internet des dépôts plutôt que les liens des dépôts eux-mêmes, puisque je suis en train de tout migrer de GitHub vers d'autres. Donc ce sera plus pérenne en termes de liens. Pour utiliser le Starter Kit, il y avait plusieurs méthodes. Soit celle que j'utilisais moi, à tout faire à la main dès le départ, soit à créer un assistant pour l'IDE et vous proposer une interface directement intégrée à l'environnement de développement pour créer des jeux vidéo, soit faire un zip avec tout dedans et puis vous le livrez tel quel. J'ai opté pour cette solution-là, j'ai soumis à Getit un zip pour la première version, c'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo de template que je vous montrerai plus tard, avec tous les projets qui sont préinstallés, un programme qui a juste à être renommé puis complété par vos propres mécanismes de jeu, évidemment pour ajouter vos écrans, vos boutons, vos graphismes et ainsi de suite. Le zip est téléchargeable aussi sur son dépôt de code. Alors là, exceptionnellement, je vous ai mis le lien Codeberg, il sera aussi disponible depuis la présentation, comme le site internet du Starter Kit, puisque c'est intimement lié à ça. Les jeux vidéo basés sur le Starter Kit utilisent donc plusieurs autres dépôts. Celui qui me sert pour les boîtes de dialogue à propos, une boîte de dialogue avec juste une icône, les informations d'un logiciel et puis deux champs de saisie, ou plutôt d'affichage, qui permettent de fournir la licence et puis la description du projet. Le projet d'API Silseg, qui est mon gestionnaire de licence et de version de fichiers, qui est aussi intégré en standard, mais qui n'est pas actif si vous ne le spécifiez pas directement dans les programmes. Le Delphi Game Engine, qui était un ensemble de librairies qui gère justement les contrôleurs de jeu, la musique et d'autres petites choses qui sont bien utiles pour les jeux vidéo, mais aussi d'autres projets. Et ma toolbox, en fait, mes librairies Pascal et Delphi, qui contiennent des fonctions, des composants pour l'ARTL, VCL, FireMonkey, et un petit peu autour de Skia aussi, puisque je me suis servi de Skia for Delphi pour certaines choses. Les dépôts de code, librairies et composants sont utilisables aussi en dehors, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire par l'intermédiaire des starter kits, vous pouvez juste prendre l'unité correspondante ou le dépôt de code qui vous intéresse. Les boîtes de dialogue à propos comme ma toolbox, hein, les librairies, sont utilisées dans tous mes logiciels. Les dépôts de code orientés jeux vidéo peuvent aussi être utilisés pour d'autres choses que des jeux vidéo. Par exemple, j'utilise Delphi Game Engine dans ZikPlay, un lecteur de MP3, je me sers de la partie lecture de la musique et des boucles, et d'autres informations qui sont gérées directement dedans. Vous pouvez aussi utiliser des parties de mes librairies directement dans vos projets, comme l'a fait Grégory Berceget, aussi MVP Embarcadero, dans le jeu qu'il vient de sortir, qui s'appelle Nagori. C'est un superbe petit jeu d'arcade que vous allez pouvoir télécharger depuis le 2 décembre, directement sur son site ou sur Itch. Sur gbesoft.fr/Nagori, je vous propose d'en regarder quelques secondes. Le code source de tout ce que je distribue est disponible sur Codeberg ou GitHub, et d'autres hébergeurs de code source prochainement. Le tout est disponible en licence AGPLv3 ou MIT. Mes librairies pour Delphi et les scripts web sont distribués en licence AGPLv3, et mes logiciels, une fois compilés, sont distribués en shareware. Ils sont gratuits. Mais vous êtes invité à pouvoir acheter une licence si vous en avez les moyens et si vous voulez supporter mon travail. Je vous ai mis le lien des deux boutiques qui gèrent les licences, notamment pour les licences développeurs pour les librairies. Si la licence AGPLv3 ne vous convient pas, vous pouvez prendre une licence classique de développeur. Et pour les logiciels, store.allsoftware.fr. Juste un petit rappel, quand c'est gratuit, des fois il faut quand même pouvoir payer, puisque les développeurs de projets open source
comme de logiciels gratuits, comme les créateurs, musiciens et dessinateurs ont aussi besoin de manger, de vivre, de s'héberger, de s'habiller, et ils font tout ça dans leur temps libre, donc n'hésitez pas à les soutenir si vous en avez la possibilité. Et surtout si vous utilisez leurs projets dans les vôtres. Concernant les graphismes, dans Christmas Game Evolution, en fait, il n'y a que l'écran des crédits du jeu qui contient un composant classique, le t-text, pour l'affichage de quelque chose. Tout le reste vient d'images bitmap ou de SVG, les SVG étant traités par Skia pour leur conversion en bitmap. J'utilise essentiellement des images, des rectangles et des cercles pour l'affichage de tous ces éléments-là empilés dans les écrans avec plein d'autres composants de positionnement. Je l'ai fait parce que mon programme n'a pas besoin de beaucoup d'animation, rien de tout ça n'est vraiment consommateur de CPU, donc je peux me le permettre. Évidemment, sur un projet qui aurait beaucoup d'animation, notamment des explosions, des batailles ou d'autres, il vaudrait mieux que vous dessiniez directement sur le canvas de la fiche, ou le canvas Skia, si vous en avez l'occasion. Disons que je m'adresse principalement à des développeurs et des développeuses, et je vais partir du principe que vous n'êtes pas plus à l'aise que moi dans des logiciels de dessin. Pour un jeu vidéo, c'est quand même un peu utile malgré tout. Il faut pouvoir savoir manipuler un petit peu Illustrator ou des équivalents de dessin vectoriel, Photoshop ou des équivalents, et d'autres sources d'informations. Donc on va regarder quelques manipulations de base, notamment depuis un fichier Illustrator pour récupérer des SVG et des PNG, et puis on verra comment je peux vous proposer de les utiliser dans vos projets sous Delphi, que ce soit dans un jeu vidéo ou autre, puisqu'évidemment tout ce qui est image vectorielle peut servir comme icône sous forme d'image liste ou directement à l'écran. Je vais vous proposer donc 6 petites vidéos de présentation rapide, pareil, sans son, juste avec les informations à l'écran de 1 à 4 minutes pour chaque. Dans un premier temps, on va donc regarder comment exporter des PNG et SVG à partir d'un fichier Illustrator. Les captures d'écran que vous avez ne correspondent pas à la vidéo que j'ai faite. Là, c'est par rapport à une fonte graphique. Sur la vidéo, je suis plutôt parti sur des images plus courantes qui peuvent servir d'icône. Mais le principe reste le même. On part de Illustrator, on ouvre le fichier, on essaie de grouper ou dégrouper les éléments pour avoir des éléments cohérents, on les rebaptise, et puis ensuite on utilise l'outil d'export global pour pouvoir récupérer les PNG et les SVG. Je vous laisse regarder ça.
Ensuite, une fois que nous avons nos PNG et nos SVG, on va essayer de les récupérer dans Delphi. La première étape, ce sont les PNG, les basculer dans une TImageList. La TImageList FireMonkey est multi-résolution de base, comme la TImage collection en VCL, par contre elle ne bénéficie pas du même outil d'import d'images. Du coup, quand on en a une centaine dans 5 ou 6 versions, c'est infaisable en FireMonkey depuis l'environnement de développement, ou alors on peut y passer des semaines. J'avais développé un petit outil qui s'appelle Folder2FMX ImageList qui fait ça en un drag and drop. Je vous montre ce que ça donne tout de suite. Utiliser des PNG c'est bien, mais quand on en a des volumineux et beaucoup, et en plus en plusieurs résolutions, ça peut exploser assez rapidement la taille des fichiers exécutables, et puis c'est pas forcément hyper pratique dans certains cas. Si on peut utiliser des images vectorielles, c'est toujours mieux. Et en l'occurrence, les images vectorielles, c'est juste du texte. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas les intégrer directement dans un code source de Delphi. J'ai développé un petit utilitaire pour ça, qui va récupérer des fichiers qui sont dans un dossier, et qui va nous générer une unité avec des chaînes de caractères en Pascal classique, ou en version multiline depuis Delphi 12. Je vous laisse regarder comment on s'en sert. Dans mes jeux vidéo, j'aime bien utiliser des fonds graphiques pour l'affichage des textes. J'avais développé une classe pour ça qui est en fait basée sur un T-frame. Vous l'avez dans ma toolbox, et je vous propose de voir comment on peut s'en servir pour afficher un titre de logiciel par exemple, ou des textes dans des boutons.
Dans Christmas Game Evolution, j'ai voulu afficher un texte multiligne, notamment pour le pavé indiquant que le Code 2025 avait sa propre version et qu'elle était limitée. C'est le pavé qui apparaît sur l'écran du jeu, avec les lettres en jaune et orange. Je ne les ai évidemment pas dessinées une par une à la main. C'est un agencement qui se crée tout seul à partir de l'affichage de texte graphique que je viens de vous montrer, mais découpé mot par mot. Je vous montre rapidement à quoi correspond le source, vous pouvez les regarder dans les dépôts de code si vous le voulez. Enfin, les images qui étaient utilisées pour le menu, avec des dessins de gâteaux ou de biscuits, étaient trop volumineuses pour être utilisées en PNG. Du coup, je suis passé par les SVG, les images vectorielles, et je vous propose de regarder comment j'ai fait pour les afficher, sachant qu'en réalité c'est très simple, il suffit d'avoir un conteneur et d'afficher les lettres une par une, dans la bonne taille, comme je l'avais fait pour l'autre avec les PNG, mais cette fois-ci en SVG. Les boutons de menu du jeu ne sont pas créés à partir de bitmap, mais à partir d'images SVG, puisque les PNG en fait étaient trop lourds à charger dans les multi-résolutions, j'ai préféré partir sur l'autre option. Et du coup, dans le jeu, j'ai refait la même chose que pour l'affichage des PNG, mais à partir de SVG. On peut le voir au niveau des boutons. Voilà, donc là on a un rectangle et un layout. Alors le rectangle pour le fond en fait, un fond bleu, et le layout pour le conteneur des lettres, que je vais afficher une par une, centrées dans la zone. Au niveau du programme, ou plutôt du cadre qui sert à l'affichage, j'utilise l'unité qui contient la liste des SVG correspondants, générés par SVG folder to Delphi unit. Voilà. Donc j'ai les sources en fait, des lettres qui m'intéressent. Et au niveau de l'affichage, donc j'ai une fonction repaint au niveau des boutons dans le starter kit. Je me contente de parcourir la liste des lettres. Donc ici, je vérifie si j'avais déjà un texte et s'il a bien été modifié, pour ne pas le faire à chaque fois que je fais un refresh de la zone. J'efface toutes les images qui pouvaient être éventuellement dans le layout qui va servir de conteneur. Et après, caractère par caractère, donc je parcours mes chaînes de caractères, je regarde si les caractères sont bien dans l'amplitude de caractères disponible au niveau de ma liste d'images SVG. Si je suis sur un espace, je rajoute simplement 20 pixels de largeur à l'emplacement de la lettre suivante, et ensuite simplement je crée mon image à partir de la même chose que pour les autres, un bitmap depuis le type SVG qui contient tout. J'en parlerai juste après. Et je passe les paramètres qu'il faut. Du coup, je rajoute une image pour chaque lettre dans mon layout, et derrière ça se débrouille, tout simplement. Dans les jeux vidéo, il n'y a pas que du texte, tout le reste est aussi graphique. Là en l'occurrence, je me suis servi de tes rectangles ou de tes circles pour afficher les SVG dans leur propriété Fill Bitmap. Je propose de regarder rapidement comment faire à partir des images SVG qui seraient stockées dans les codes sources de votre projet.
Où trouver des images pour vos logiciels? Alors, j'ai pas mal de sources, je vous ai mis des liens, vous en aurez d'autres dans le dépôt de code. Je vais pas détailler tout ça. Globalement, ce que vous trouvez sur Internet, évidemment, ne doit pas être utilisé tel quel. Toute image, tout contenu visuel ou sonore a des droits, ou plutôt a un propriétaire. Donc ne les utilisez pas en piochant parce que ça vous plaît ou parce que vous avez envie de les utiliser. Passez plutôt par des images dont vous aurez récupéré les droits, que ce soit du libre de droit ou du privé. Si vous en avez la possibilité, faites appel à un illustrateur ou un dessinateur pour vous faire vos propres images. Ce sera toujours plus pratique et toujours mieux par rapport à vos projets. Concernant les musiques, on en a deux types dans les jeux vidéo, hein, la musique d'ambiance et les effets sonores. Donc la musique d'ambiance, c'est ce qu'on entend en permanence quasiment dans les jeux, on ne s'en aperçoit pas forcément, mais on en a toujours. Les effets sonores, c'est tout ce qui se produit quand on a une action qui se passe à l'écran, ou pour effrayer un petit peu les joueurs. Dans Delphi, on a un thème Media Player qui peut être utilisé en VCL comme en FireMonkey pour faire tout ça. C'est ce que j'utilise, sans réellement l'utiliser, puisque je passe par la librairie que j'avais faite pour les jeux vidéo, et qui se trouve dans Delphi Game Engine. GameWolf FMX Music Loop gère les boucles de lecture de musique, alors boucle ou pas boucle, mais en l'occurrence ça gère la lecture d'un son, et vous avez aussi une T-Sound List, qui est une classe qui permet de gérer un référencement de fichiers son, et qui prend en charge un pool de lecteurs audio pour pouvoir réutiliser les éléments en les jouant seul ou à plusieurs en même temps. C'est assez simple en termes de codage, hein, et le résultat est plutôt pas mauvais. D'autres librairies existent, évidemment, qui ne passent pas par les API des systèmes d'exploitation, notamment Bass, que ce soit de l'open source ou pas de l'open source. Vous trouverez sans doute d'autres choses si vous cherchez un petit peu, mais le T-Media Player est suffisant pour la plupart des utilisations. Concernant le Starter Kit, j'utilise toujours la même unité, mais en réalité le Starter Kit lui-même intègre la lecture d'une musique de fond et des effets sonores. Pour la musique de fond, il suffit de configurer les informations dans les constantes lors de la création du projet, et puis pour les effets sonores, vous devez personnaliser l'unité qui s'appelle U-Sound Effects. Il y a des commentaires dans tous les fichiers, il y a des to-do à gérer, des warnings, n'hésitez pas à vous reporter à une simple compilation d'un projet vierge, vous aurez toutes les informations dedans. La configuration des sons, volume et le fait qu'ils soient autorisés ou pas par l'utilisateur se trouve dans la configuration standard du projet. Elle est prise en charge et traitée par le Starter Kit aussi. Dans Christmas Game Evolution, j'ai voulu vous proposer plusieurs musiques différentes. Pour ça, j'ai été obligé de modifier un petit peu le Starter Kit, puisqu'il ne le prenait pas en charge, et désormais on peut changer directement par code le ou les fichiers qui jouent pour la musique d'ambiance. Évidemment, j'ai fait en sorte que ça ne perturbe pas les jeux qui se serviraient déjà de cette fonctionnalité-là, puisque la compatibilité ascendante est quand même un point très important. Les modifications dans les librairies ne doivent pas casser le code de ceux qui s'en servent. Du coup, dans mon jeu, j'ai créé 3 sons, les numéros 1, 2 et 3. Ils sont configurés au niveau de l'unité UCGE config, et le fait de choisir un type de son déclenche la lecture du MP3 correspondant. C'est assez simple dans le code source, vous pourrez aller voir ça. Pour les effets sonores, je n'en ai pas mis dans le jeu de base, la version CodeRedge 2025 n'en a pas, il y en aura évidemment dans la version publique. Si vous voulez regarder un petit peu comment ça fonctionne, vous pouvez les regarder dans Bidiou ou Date48 qui s'en servent abondamment, ou évidemment les petites démos que je vais publier en lien dans la présentation aussi sur son dépôt de code. Où trouver des sons? Eh bien en fait, même chose que pour les images, hein, vous avez des banques d'images et des banques de sons en ligne. Alors attention, pour les sons, c'est un peu sensible. Si vous prenez des choses qui ont des droits douteux ou des provenances douteuses, vous pouvez vous retrouver masqué sur les sites de vidéos comme sur les sites de diffusion de logiciels, ou vous prendre des DMCA, qu'ils soient abusifs ou justifiés, c'est toujours possible. Dans mes jeux, je passe en général par Humble Bundle, OpenGameArt, Game Dev Market et d'autres, comme Jamendo, exceptionnellement pour Pumpkin Killer, et ça me permet d'avoir des dizaines, voire des centaines de musiques sur mes disques durs et de pouvoir piocher quand j'ai besoin. Évidemment, ça règle pas tout, puisque chaque musique vendue par Humble Bundle doit être achetée par des milliers de développeurs, de marketeurs, de créateurs de contenu en général, qu'une musique achetée dans ces banques-là ne sera pas unique, ne sera pas dédiée à votre jeu. Au mieux, elle correspond à l'ambiance que vous voulez fournir, mais ça ne fera pas tout.
Si vous avez un budget pareil, si vous avez envie d'avoir quelque chose de personnalisé, vous devez faire appel à des compositeurs professionnels. Et les pros, vous en trouverez notamment sur Twitch et YouTube, puisque certains musiciens streament régulièrement et partagent leur contenu, leur musique ou leur passion en ligne avec vous. Et en l'occurrence, je peux vous suggérer 3 Français, Saris, Loin du Ciel et Mister MV, qui peuvent faire des musiques à la demande, évidemment sous forme de prestations, si vous les utilisez dans vos jeux, ou logiciels d'une manière générale, ou vidéos de présentation. Saris, Xavier Dang, est un compositeur professionnel, je vous ai mis quelques liens, si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Il a notamment fait la musique avec Mister MV du jeu vidéo Noria The Gold Project, édité par des potes. Vous avez les musiques sur YouTube, sur sa chaîne, si vous voulez écouter un petit peu ses créations. Il est dispo, il répond assez rapidement, et il peut créer directement sur YouTube ou en dehors, hein, évidemment. Le streaming de ses créations n'est pas obligatoire. Loin du Ciel est musicien, pareil je le connais un petit peu, et il stream assez régulièrement sur Twitch, avec une dextérité assez étonnante dans les mélanges de notes, d'instruments et de tout un tas de choses. Il a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il diffuse des rediffusions de ses streams. Ça lui arrive aussi de composer pour des jeux vidéo, des streams, des événements caritatifs ou commerciaux, courts-métrages et des films. N'hésitez pas à lui proposer vos projets. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo Trisky Decaphobia que j'ai diffusée sur YouTube et Peertube suite à la conférence de Yann Barker au Brésil l'an dernier. Yann avait parlé de la version 13 de Delphi RStudio C++ Builder et du nombre 13 que Embarcadero avait décidé de ne pas sauter, contrairement à plein d'éditeurs de logiciels. J'en avais parlé à Loin du Ciel lors d'un de ses streams, il s'était lancé dans une impro plutôt sympa. Vous pouvez la regarder sur MakerTube si vous voulez. Il a aussi composé avec moi la musique du jeu vidéo Plumetris sur une Game Jam en 2023, lui sur sa chaîne en train de composer, moi en train de coder sur la mienne. Le résultat était plutôt rigolo à voir. N'hésitez pas à regarder le jeu vidéo, vous avez des vidéos de démo sur le site, et vous pouvez évidemment le télécharger si vous voulez. Pour Christmas Game Evolution, j'ai voulu innover un petit peu, et du coup je vous propose 3 musiques d'ambiance, faites par des camarades, Gladys du Tango Paris, Cole Argol des Pyrénées, et un copain d'Hawaï qui a préféré rester anonyme. Les sessions de chant ont été enregistrées, vous les aurez en rediffusion, avec les liens de la présentation. Évidemment, si vous voulez entendre les musiques, n'hésitez pas à télécharger Christmas Game Evolution. Dans les jeux vidéo, quand on parle d'écran, en fait, on parle de scène, et là, en l'occurrence, c'est la terminologie que j'ai gardée pour le Starter Kit. Toutes les scènes doivent descendre du T-Scene Ancestor, qui contient ce qu'il faut pour gérer l'affichage et les traductions. Chaque scène doit s'enregistrer dans son initialisation auprès du manager de scène. Chaque scène correspond à un type de scène déclaré dans les constantes, mais une scène peut aussi utiliser plusieurs types si on en a besoin. Par contre, un type ne doit être utilisé que dans une seule, c'est la dernière à référencer qui sera prise en charge. Les scènes sont instanciées lorsqu'elles sont affichées la première fois, jamais détruites. Donc si vous affichez plusieurs fois la même scène, ce sera toujours la même instance. Pensez à réinitialiser tous vos paramètres dans les 2 méthodes qui permettent de faire ça. Les scènes sont indépendantes les unes des autres, les unités sont aussi indépendantes les unes des autres. Aucune scène n'a besoin d'utiliser les autres quand elle veut l'afficher. Vous avez une méthode showScene et hideScene pour faire vos actions à l'affichage et lorsqu'une scène disparaît de l'écran. Vous avez une méthode pour traduire des textes à l'écran, vous utilisez évidemment le moteur de traduction que vous voulez, ce n'est pas imposé par le Starter Kit.
Et vous avez deux types de scènes particuliers, None, qui, comme son nom l'indique, est utilisé quand il n'y a pas d'affichage à faire, et Exit pour sortir du programme. Attention, la sortie du programme par un Exit ne fera pas la sauvegarde automatiquement, c'est à vous de la faire avant. Dans le jeu vidéo Christmas Game Evolution, il y a 8 scènes. Alors en pratique, dans les codes sources, vous en trouverez d'autres, puisque j'avais prévu d'autres écrans, mais ils n'ont pas été activés dans la version Code Rage 2025. Le splash screen, donc l'écran d'accueil avec une progress bar, le clicker qui est l'activité click, comme le jeu de 2018, les crédits du jeu, la scène game, qui contient en fait la liste des objectifs à atteindre et l'accès à l'inventaire, la scène game over qui est utilisée quand on a perdu toutes nos vies dans les différentes activités de jeu, la scène home, le menu de départ en fait qui permet d'accéder aux réglages, aux crédits du jeu et puis à la scène game elle-même, l'inventaire, le match 3 et les options qui contiennent les boutons classiques et des boutons radio et checkbox qui sont interfacés les uns avec les autres. N'hésitez pas à vous y reporter si vous voulez voir comment les reproduire dans un jeu ou d'une manière générale pour pouvoir les manipuler avec clavier et contrôleur de jeu, puisque ce genre de fonctionnement peut aussi fonctionner sur des vrais logiciels. Et quand je dis vrai logiciel, je veux dire logiciel classique, pour de la gestion, pas forcément des jeux vidéo. Les scènes sont dessinées dans le concepteur de fiches avec un empilement de cadres et de code source. Certains cadres contiennent d'autres cadres, faites attention, ça peut générer des anomalies à l'affichage. Vous avez un ascenseur vertical dans la plupart pour éviter les problèmes de hauteur d'écran, puisque si vous jouez sur des smartphones, il faut que l'écran soit toujours accessible. La largeur se règle assez facilement, mais la hauteur est parfois un peu douteuse, donc un vertical scrollbox en fond, systématiquement dans chaque scène, peut vous sauver des rejets de Google, Apple et Amazon lors de la validation des applications. Dans la version Code Rage 2025, le splash screen ne fait rien, c'est juste une image avec une barre de progression. En réalité, il n'y a pas d'action derrière, vous pouvez la passer avec échappe. Évidemment, la plupart des jeux font un chargement, téléchargement de différentes informations. Là, j'avais vraiment besoin de rien, si ce n'est un écran juste pour dire « coucou, le jeu démarre ». L'activité clicker est donc la même qu'en 2018, mais ça a été recodé, hein. J'utilise le fond du T-rectangle pour dessiner les SVG, et puis derrière le clic, ou plutôt pas le clic, puisqu'une action de clic dans Delphi se déclenche quand on relâche le bouton de la souris ou quand on enlève le doigt de l'écran. Dans un jeu vidéo, c'est mouse down qu'il faut utiliser à la place pour avoir l'action quand on appuie, pas quand on enlève le doigt, sinon ça peut avoir des effets un peu bizarres. Le nombre de vies, le score et le nombre de Père Noël qu'on a récupéré dans le jeu apparaissent sur certains écrans. Ça vient en fait de frames aussi, qui elles-mêmes sont dans une autre frame qui sert de toolbar. Le tout est automatisé entièrement, il y a juste à les poser sur l'écran. Le changement des informations au niveau des données de la partie en cours déclenche des envois de messages qui sont interceptés par ces éléments-là. L'activité Match 3 n'est pas codée dans le jeu, en fait c'est une T-frame qui vient d'une démo que j'avais publiée sur le dépôt FMX Game Snippets, un ensemble d'exemples de fonctionnalités qu'on peut retrouver dans des jeux vidéo que vous avez sur un dépôt à part. Les jeux Bidou et Koala Match 3 utilisent la même T-frame, donc vous avez des images différentes évidemment dans les deux, ou plutôt dans les trois, et vous avez aussi des fonctionnements différents, puisqu'on peut surcharger les informations qui sont dans la fiche d'origine, comme on peut en hériter et changer des choses. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, peut-être qu'elle vous aura donné quelques idées, n'hésitez pas à en discuter dans le chat ou plus tard, je suis toujours dispo, hein, si vous avez des questions, envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci. Les codes sources et le programme exécutable de la version Code Rage 2025 du jeu sont dispo sur le site. Cette présentation aura les liens sur son dépôt de code aussi. Et puis si vous avez des questions, comme je l'ai indiqué, vous pouvez aussi me contacter sur Twitch quand je stream. C'est pas parce que je suis sur un projet à l'écran que je ne pourrai pas répondre. Alors je vous dirai clairement si je peux m'interrompre ou pas, mais d'une manière générale, j'ai tendance à pouvoir faire des digressions sans aucune difficulté, alors plutôt en français et éventuellement en anglais. Je vous ai remis quelques liens, donc la liste de mes jeux vidéo sur gamewolf.fr, la liste des utilitaires, donc sur Gatit ou depuis mes sites internet. Pareil, hein, si vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez des idées de logiciels que vous n'avez pas forcément envie de faire vous-même, mais qui vous sembleraient utiles pour les développeurs, n'hésitez pas à le dire non plus. Ça peut être intéressant. Et puis j'ai refait tous les sites internet ces dernières semaines.
Ceux qui m'ont suivi sur Twitch ont pu me suivre et m'assister dans ces opérations-là. Toutes les dépôts de code sont en cours de basculement sur un site pour chaque dépôt, donc ça en fait environ 200. Et sur chaque site, vous avez en bas de la page un lien Dev Corner ou coin du développeur sur lequel vous retrouverez les liens vers les dépôts de code, les présentations, les vidéos, les devlogs sur les blogs, et puis aussi la doc des projets exportés soit avec DocInsight, soit avec PassDoc, selon le type de projet. Vous retrouverez aussi certains liens vers des rediffusions des streams Twitch, ou d'autres vidéos sur lesquelles j'ai pu montrer comment le code était fait, ou faire des revues de code, ou d'autres choses par rapport au projet en question. Donc il y a beaucoup de contenu, de quoi nourrir Google et les autres pendant quelques années, et peut-être contribuer à continuer à remonter dans le classement inutile de TIOB. Oui, une petite chose, je vais commencer à diffuser via Getit, et certains de mes camarades le font aussi, des codes sources que vous allez pouvoir modifier. Pensez à copier dans un dossier à vous les choses que vous téléchargez via Getit, ça évitera que ce soit effacé si un nettoyage, un changement de version ou une suppression des paquets en question se déclenche. Évidemment, si vous téléchargez le template de création de jeux vidéo, que vous le modifiez tel quel dans le dossier catalogue de Getit, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises à un moment ou à un autre. Donc sauvegardez tout, copiez vos fichiers dans un dossier de travail correct, qui n'est pas celui d'installation de base. Pareil pour les exemples, et vous serez plus tranquille. Et de toute façon, faites des backups quoi qu'il arrive. Pour finir, je vous remets le lien de téléchargement de la présentation, et qui contiendra aussi les vidéos vers les rediffusions des enregistrements, pas mal de petites vidéos autour, puisque mine de rien, cette histoire est devenue un peu plus grosse que prévu au départ, et du coup, je vais vous mettre tout en ligne dans les jours qui viennent, ou ils sont déjà en ligne selon à quel moment vous regardez cette présentation. Merci pour votre attention, merci à Dipel pour son aide pour la traduction des slides. Merci à Yann, Martha et toute l'équipe, et j'espère qu'on se retrouvera à un moment ou à un autre. À bientôt, salut. Oui, 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 oui.